Hello, 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 bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live du 5 mai, après un long week-end de pont pour certains et certaines. J'espère que vous êtes bien reposés. Moi, j'ai pas fait le pont, mais en même temps, je travaille déjà pas le lundi, donc au moins ça me permet quand même d'avoir une semaine courte, et c'est rebelote cette semaine. En tout cas, je vois qu'il y a pas mal de monde dans le chat. Laissez-moi vous saluer. Donc, salut 0x5642, Culture Linux, David ST, Datodaton qui était son premier message sur le chat, donc bienvenue à toi. Doi, Gilles Ligier, Kigorg alias Philippe Charrière, des bisous, Kironex, Laurent Chélus aussi des bisous. On n'a pas pu se voir à Mixit parce que je n'y étais pas, c'est dommage, ce sera pour une prochaine fois. Metal Amstrad, bienvenue. Nicolas Caperon, ça fait plaisir de te voir ici. Stéphane Philippard, juste petite parenthèse, Stéphane Philippard a fait une interview d'Olivier Hubert que je vous encourage d'aller écouter en podcast. Vous trouverez les liens assez facilement dans les internets, sur LinkedIn, sur X et tout ça. Je referme la parenthèse. Salut si Bali44, ce Baptême Square et René alias Ugla et tous les autres qui sont là. Adrien, bienvenue Adrien Linux Trick. Ah, ça fait plaisir de te voir ici. Il a pu enfin passer une tête parce que je sais. D'ailleurs, je vais en parler tout de suite avant de rentrer dans le sujet du jour, faire un petit peu la prospective de la chaîne Twitch et YouTube donc, que j'anime. Je sais que ce créneau horaire du lundi 12h15 n'est pas évident pour tout le monde, et c'est pourquoi il y a plus de monde à regarder les replays sur YouTube qu'en live sur Twitch. Juste pour la petite info, merci Stéphane, il a droppé le lien directement vers son interview, donc cliquez dessus, prenez le lien, ça vaut le coup. Donc comme je le disais, sur Twitch, on est dans les 832 ou 833 abonnés, donc merci beaucoup. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir autant de personnes qui viennent de façon extrêmement régulière m'écouter le lundi midi. Et ça me fait aussi énormément plaisir que les gens aillent voir mes replays sur YouTube et d'avoir beaucoup de commentaires qui sont globalement tous très positifs. Et beaucoup de personnes qui soulignent le fait que j'essaye d'avoir donc des sujets plutôt variés, de ne pas rester toujours dans les mêmes sujets. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que j'ai à cœur, d'essayer de ratisser un peu très large sur le monde de la tech. Et je vais juste vous partager un petit peu là mon écran, juste pour vous montrer sur la chaîne YouTube. On a passé les 4000 abonnés la semaine dernière. Je vous partage ça. Donc là, on a passé les 4000 abonnés la semaine dernière, on est à 4075, donc merci, ça fait vraiment plaisir. Et là, vous voyez l'évolution, là j'ai pris l'évolution du 1er janvier 2023 jusqu'à maintenant. Donc on voit qu'au début, c'était un petit peu poussif, etc. Pour ça peut me dire, c'est que je me contentais juste de prendre les replays et de les mettre tels quels sur YouTube. Et puis à un moment donné, on voit que ça commence à décoller. Il y a eu un petit clic d'abonnés parce que j'ai commencé à faire un petit peu plus des miniatures, travailler un peu plus les titres, mettre une description, alors que je faisais déjà avant, mais de façon à attirer un peu plus les gens. Parce que évidemment, sur ce genre de plateforme, bah, on est un peu noyé dans la masse, et c'est malheureux de le dire, on est un peu noyé dans la masse, et donc c'est très difficile d'être mis en avant par la chaîne, ne serait-ce qu'une journée ou 2 journées, si on ne travaille pas ces aspects miniatures. Je sais que parfois, certaines personnes m'ont dit « Oh là là, tes miniatures, on dirait vraiment des miniatures d'influenceurs, etc. » De temps en temps, je peux faire 1 ou 2 grimaces sur ce genre de choses. Malheureusement, on est obligé de rentrer un petit peu dans les codes, d'avoir quelque chose qui attire l'œil, parce que la plateforme va mettre en avant ce qu'elle pense avoir de l'audience. Voilà. Donc en tout cas, on voit que ça a monté progressivement, allez, on va dire de février 2024 jusqu'à juillet. Juillet, il y a eu un gros bump. Et ce gros bump s'explique notamment par la vidéo que j'avais faite sur le jeu Another World, sur le moteur de jeu Another World, qui est vraiment assez exceptionnel. C'est une vidéo qui pour moi a fait un carton puisqu'elle a dépassé plus de 30 000 vues. Donc ça fait plaisir. Puis voilà, ça continue à grimper tout doucement. Et là, nous en sommes aujourd'hui à 4075 abonnés. J'espère qu'on va arriver là très vite aux 4096, qu'on fasse les 4K binaires abonnés, qu'on puisse voilà, fêter ça dignement, et puis aller tranquillement vers les 5000, les 6000, les 10 000, ou arriver comme Adrien Linux Trick qui est ici à je ne sais pas combien de milliers d'abonnés. Je vous suggère d'aller vous abonner à sa chaîne. D'ailleurs, il parle aussi de choses très diverses, très variées.
il stream 2 ou 3 fois par semaine. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de regarder ses vidéos sur les distributions Linux, sur comment construire, faire du Linux from scratch ou ce genre de choses. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller vous abonner aux autres et puis d'essayer de partager aussi les plus petites chaînes. Et puis, s'il y a des sujets pour l'avenir de la chaîne qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer parfois directement par DM hein, ou par commentaire des sujets que vous souhaiteriez que je traite. Ça ne veut pas dire que je pourrais toujours tout traiter, et je vous le dis assez souvent, parfois je peux faire de l'à peu près parce que j'ai pas une connaissance non plus encyclopédique de tout. Mais bon, en tout cas, j'essaierai de traiter les sujets qui vous tiennent à cœur le mieux possible, le plus possible, et puis dès lors où ça rentre effectivement un petit peu dans ma ligne éditoriale, pour peu que j'en ai une, si je puis dire. Donc voilà. Voilà pour ça. Et donc pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, écoutez, n'hésitez pas à aller vous abonner, ça fait plaisir d'avoir des gens qui viennent s'abonner à la chaîne et qui puissent construire une communauté qui est vraiment sympathique. Et donc Adrien dit, je confirme que sur YouTube, ça a grandi quand j'avais une personne qui faisait les vignettes de mes vidéos, mais bon, c'est dommage. Bah oui, c'est clair que ça change tout. Moi, je fais tout moi-même, hein, je délègue rien, je fais mes miniatures, tout ça. Moi, j'en vis pas de cette activité, on va dire, de Twitcher ou YouTuber. Mais effectivement, c'est toujours bon d'avoir un peu de visibilité parce qu'au moins, on sait que l'on ne parle pas dans une pièce vide. Et ça permet aussi d'échanger avec beaucoup de gens. Voilà, je referme cette parenthèse. C'était une intro qui était, ma foi, 10 fois trop longue, mais je souhaitais vraiment remercier tout le monde pour ça. Salut Dominique, qui vient d'arriver sur le live. Salut, salut. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux. En fait, je voulais vous parler un petit peu du sujet de l'IA, mais surtout des licences autour de l'IA. C'est un sujet qui me gratte un peu depuis quelques temps, on va dire depuis 2-3 ans aussi, depuis que de nombreux acteurs sont arrivés sur la scène de l'IA, et c'est des petits, des gros, toutes sortes d'acteurs, et qui sont arrivés toutes et tous, plus ou moins, des fois, avec une approche très, regardez, nous on fait des modèles open source, etc. On est des gens très sympas, c'est de l'open source, tout le monde peut partager, patati patata. Et donc, j'ai fait un tweet c'était ce week-end de mémoire. Je vais vous partager ça à l'écran très rapidement. Hop, je vous partage l'écran. Voilà. Donc j'ai partagé ce tweet, d'ailleurs ce skit aussi, parce que j'ai partagé sur plusieurs plateformes. Et là-dessus, je disais, la notion d'open source pour des LLM me gêne un peu. Les sources d'entraînement n'étant justement pas disponibles pour les modèles, nous devrions plutôt parler d'open models, open dans le sens utilisation relativement souple, mais en aucun cas d'open source. Alors évidemment, sur ce tweet, il y a eu beaucoup de commentaires en dessous, et je remercie énormément les gens d'avoir réagi dessus et d'avoir apporté aussi pas mal de ressources sur le sujet. Évidemment, comme je disais, sur ce type de post, on est obligé de réduire au maximum, et évidemment, on est obligé de prendre un parti pris, et j'aurais dû parler plutôt que d'open models, de modèles à poids ouvert, mais je vais y revenir juste après. Et donc, c'est assez intéressant parce que pas mal de gens sont venus poser un petit peu leur pierre à cette discussion. Donc, je vous partagerai dans le replay qui sera sur YouTube, évidemment, le lien vers cette discussion que vous pourrez aller voir. Et je vous partagerai tous les liens que j'ai pu collecter, comme d'habitude, que vous pourrez aussi aller consulter. Donc, il y a Olivier Laurelli, alias Bluetooth, que je salue au passage. Mon ami, qui me dit « Ton point me semble intéressant, il mérite débat ». Et il dit, perso, je me demandais s'il ne fallait pas lier l'apprentissage pour définir si un modèle peut être qualifié comme open source, si on place la méthode d'entraînement des modèles comme une forme d'exécution, etc., etc. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont arrivées dans la discussion, et effectivement, comme le dit Dato Datton, là, qui nous permettent aussi d'arriver à la nuance. Sur le sujet, et force est de constater, c'est qu'en fait ce post, je l'ai fait un petit peu sous le fond, pas d'un coup de gueule, mais pas loin, parce que je vois de très grands acteurs qui ont tendance à faire beaucoup d'open source washing.
je vais en prendre un au hasard, mais c'est pas le seul, hein, l'idée, c'est pas de taper sur Meta, c'est par exemple Llama. Si on prend Llama, typiquement, Llama va se définir comme étant un modèle open source. Et je vais même vous montrer ça à l'écran. Si je retrouve mon petit lien, Llama, il est là, et je vais mettre Llama. Voilà, très rapidement. Donc, si je prends le site de Llama, que je vous partage ici à l'écran, donc là, il ne nous parle pas réellement d'open source sur la page d'accueil. Et c'est assez récent, hein, d'ailleurs, qu'ils aient gommé la notion d'open source sur la page d'accueil. Donc, il nous dit que c'est le modèle le plus scalable, le plus intelligent, le plus whatever, etc., etc. Or, si vous prenez, par exemple, le lien de Llama et que vous allez extraire les métatags de la page de Llama, eh bien, croyez-le ou non, je vous l'agrandis ici. The open source AI model, you can fine-tune, blablabla, blablabla. Donc en fait, Llama se définit toujours comme étant un modèle tout à fait open source, et open source au sens open source premier du terme. Et ça, c'est beaucoup de choses qui me gênent aujourd'hui dans le monde de l'IA générative et des modèles qu'on a à profusion. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de modèles qui sont disponibles de façon gratuite, et ça, quelque part, c'est bien parce que avoir des modèles relativement performants pour pouvoir les entraîner, il faut avoir une capacité, une force de frappe qui est, comment je dirais, assez importante pour pouvoir avoir des modèles comme ça. Mais beaucoup d'entreprises, et là comme Meta pour le coup, ont tendance un peu à surfer comme ça sur une sorte de zone de flou un peu artistique où on met un peu tout dedans. Oui, je vous ai donné le modèle, mais du coup je suis open source, alors qu'en fait on n'a pas forcément les données d'entraînement ou les outils qui ont servi à entraîner ce modèle. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Alors, c'est en train de bouger. Et d'ailleurs, Stéphane le drop là dans le commentaire. Je vais vous lire son commentaire. Si je ne dis pas de bêtises, l'AI Act définit l'open source comme open right, accès aux données d'entraînement, les labels, les itérations, les paramètres utilisés. Il y a un dictionnaire officiel côté organisation open source qui liste ça. Il faudrait que je retrouve le lien. Bah, si tu retrouves le lien, je suis preneur, Stéphane. Mais évidemment, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait qualifier un modèle d'IA open source non pas parce qu'on a juste le modèle, parce que si on a juste le modèle, effectivement, le terme qui est le plus utilisé aujourd'hui, en tout cas qui est consacré aujourd'hui, mais très peu utilisé, au final, c'est open weight, pour dire que c'est les poids qui sont ouverts. C'est-à-dire qu'on va télécharger un modèle, vous allez sur les plateformes habituelles, je ne vais pas faire de pub pour les plateformes que vous connaissez déjà, vous téléchargez le modèle, et puis vous mettez ça dans un moteur d'inférence, et boum, vous vous retrouvez effectivement à pouvoir faire de l'inférence avec un modèle qui a été entraîné par une grosse entreprise, donc qui peut être Meta, qui peut être Mistral, qui peut être OpenAI, j'en passe et des meilleurs. Mais au final, ce qui est intéressant de voir, c'est que le modèle en lui-même, si je fais une sorte de parallèle avec ce qui existait dans le domaine de l'informatique il y a 20 ou 30 ans, quelque part, ça revient à faire une sorte de freeware, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une sorte de gros bloc binaire. Ce gros bloc binaire, c'est la résultante de la compilation de toutes les données qu'il y a eu besoin pour le produire, et on prend ce bloc binaire et on le met dans un moteur d'exécution. Ici, un moteur d'inférence, à l'époque d'un freeware, hein, si on récupérait un logiciel gratuit, freeware, et qu'on lançait sous Windows, sous Linux, sous n'importe quel système d'exploitation. Et or, la notion d'open source va quand même beaucoup plus loin, parce que si je reprends les 4 libertés fondamentales de l'open source, qui ont été, je le rappelle, hein, qui ont été écrites par l'OSI, l'Open Source Initiative, je ne vais pas dire sur les cendres du logiciel libre, mais plutôt sur les fondations du logiciel libre, c'est qu'en fait, on doit avoir 4 libertés fondamentales pour être qualifié d'open source. Open source au sens très large du terme, hein. Pour moi, ça inclut aussi le open hardware, par exemple, et tout ce qui est open quelque chose qui se rapproche donc du logiciel. Donc c'est la liberté d'utiliser le logiciel, ça c'est la première des libertés. Vous récupérez un logiciel, vous avez cette liberté d'utiliser ce logiciel comme bon vous semble. Ça, c'est un premier point qui est super important. Deuxième liberté, c'est la liberté de copier ce logiciel. C'est-à-dire vous avez récupéré ce logiciel, vous pouvez l'exécuter, mais vous avez aussi le droit de le copier et éventuellement de le fournir à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la seconde liberté fondamentale de l'open source. La troisième liberté, c'est la liberté d'étudier le logiciel. Et là, quand je te rentre dans cette liberté-là, vous voyez bien qu'on commence à avoir un petit sujet, un petit hiatus de dire comment est-ce que je peux étudier le logiciel au niveau IA? Parce qu'on a d'une part
toute la partie, les poids qu'on récupère, le modèle qu'on va exécuter dans un moteur d'inférence, mais vous pouvez avoir aussi, avec un des projets, vous pouvez avoir le code source du moteur d'inférence. Bah, typiquement, si je prends Llama, vous avez Olama, vous avez Olama CPP, par exemple, pour la version C++, donc, qui est le moteur d'inférence. Donc là, vous pouvez étudier le moteur d'inférence, mais potentiellement, vous n'avez pas la possibilité d'étudier comment fonctionne réellement ce modèle, c'est-à-dire comment il a été construit. Et vous avez la quatrième liberté, je termine là-dessus, c'est la liberté de modifier le logiciel et de redistribuer les versions modifiées. Et ça c'est très important, je pense, au niveau de la définition de l'open source, pour savoir effectivement est-ce qu'un modèle peut être qualifié d'open source. Donc là, on est sur quelque chose qui est très vaste, parce que on voit bien que sur l'IA, on dépasse un petit peu le cadre du développement logiciel plus traditionnel, parce que avant, on faisait un développement logiciel, on compilait des sources et on livrait éventuellement un binaire qu'on exécutait sur un système d'exploitation. Là, on a plusieurs choses. On a ce qui a servi à construire le modèle, donc le code source, les logiciels, les algorithmes qui ont servi à construire le modèle. Vous avez le modèle lui-même, et vous avez aussi le moteur d'inférence. Donc finalement, de ce que j'identifie, alors encore une fois, hein, je fais peut-être du Jean-Michel à peu près, pardonnez-moi si je suis un peu trop approximatif, mais pour moi, il y a vraiment 3 grosses catégories aujourd'hui dans l'IA. C'est qu'est-ce qui peut servir à construire le modèle en lui-même et le moteur d'exécution de ce modèle. Et en fait, si vous voulez qu'un modèle soit complètement open source, qualifié totalement d'open source, il faudrait, selon moi, que ces 3 grandes zones, ces 3 grandes parties soient totalement open source, donc librement exécutables, librement modifiables, redistribuables, étudiables, etc., etc. Or, aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas forcément le cas, et notamment, je reprends l'exemple de Llama, hein, qui est de Meta, et encore une fois, c'est pas pour taper sur Llama, je pense que c'est un exemple qui est assez caractéristique et parlant. C'est-à-dire que Llama, quand vous téléchargez les modèles de Llama, Llama 2, Llama 3, vous pouvez le télécharger gratuitement, l'exécuter gratuitement. Cependant, vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez parce qu'il y a quand même des restrictions. Je crois que vous devez respecter, c'est le Olama Open Source License, enfin je ne sais plus comment s'appelle la licence précisément, mais vous retrouverez. Et en fait, elle définit un cadre qui est quand même relativement strict de ce que vous pouvez faire avec le modèle et de ce que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, vous ne pouvez pas, si vous êtes une société, une entreprise d'une certaine taille avec un certain nombre de millions d'utilisateurs, par exemple, vous ne pouvez pas utiliser le modèle de Llama pour vous appuyer dessus pour en faire un produit commercial, par exemple. Et quelque part, je comprends dans l'idée de Meta, parce que ça leur évite justement de fournir des balles à leurs concurrents pour venir marcher sur le plate-bande, mais ça veut dire que quelque part, on vous donne une liberté d'usage, mais avec des restrictions qui peuvent être plus ou moins grandes, selon votre activité et selon ce que vous voulez faire. Et je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment auxquelles il faut faire très très attention quand on travaille avec des modèles d'IA et quand on commence à faire des POC, notamment dans notre coin, pour notre entreprise, etc. C'est que si vous n'étudiez pas précisément les conditions d'utilisation de votre modèle, vous pouvez très bien bâtir un superbe logiciel, SaaS ou pas SaaS d'ailleurs, ou un super logiciel en interne pour vous ou pour vos clients, sur la base d'un modèle, et puis vous rendre compte au dernier moment que ah bah non, je ne peux pas finalement commercialiser mon service parce que finalement on sort du cadre d'utilisation, parce que le modèle il est open source mais pas vraiment open source. Voilà. Il est open source jusqu'à une certaine limite. Il est open source par exemple parce que le moteur d'inférence, Olama par exemple, est open source, mais que Llama, le modèle, lui ne l'est pas. Donc ce sont des choses qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Pourquoi j'en parle là? Parce qu'en ce moment, j'essaye d'étudier un peu la question justement sur ces sujets. On essaie aussi dans notre activité professionnelle de créer des solutions qui peuvent être commercialisées et qui peuvent être basées justement sur des solutions d'IA, sur des modèles d'IA qu'on récupère soit tels quels, soit qu'on peut réentraîner légèrement, etc. Donc il y a plusieurs solutions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. Puis en plus, il y a des gens dans le chat qui sont beaucoup plus calés que moi sur le sujet. Il pourrait vous expliquer, je pense notamment Stéphane Philippard qui est très abouti sur le sujet, et je vous encourage d'ailleurs à aller voir les vidéos de ses confs qu'il a fait dans les différentes conférences françaises ces dernières années, parce qu'il démystifie tout ça très très bien.
Et donc pour en arriver finalement au sujet, c'est comment arriver à déterminer qu'un modèle est réellement open source ou librement utilisable plus ou moins. Donc comme je vous le disais, il y a Llama, il y a aussi Qwen, vous avez DeepSeek aussi, DeepSeek qui est un modèle chinois, un système d'IA chinois qui est arrivé assez récemment et qui a fait grand bruit il y a quelques mois sur le sujet, et pareil, qui se qualifiait comme étant un modèle tout à fait complètement open source. Et en vérité, autant j'adhère sur le fait que, par exemple, les outils d'entraînement, et encore, on a du mal à les trouver, le moteur d'inférence, tout ça, sont open source, autant il y a toujours le sujet, c'est les données d'entraînement. Parce que pour avoir un modèle qui soit utilisable, un modèle qui soit performant, en fait, vous devez d'avoir donc un jeu de données pour pouvoir entraîner ce modèle. Alors évidemment, c'est pas moi dans ma chambre, dans mon bureau, qui va dire je récupère la moitié d'Internet dans le monde et je compile les données et je génère un modèle. Évidemment, il faut avoir, comme je disais tout à l'heure, une force de frappe assez poussée pour pouvoir faire ça. Mais ça n'empêche que si on voulait avoir la capacité, comme l'open source normalement le dit dans sa définition, d'étudier librement comment fonctionnent les choses, on devrait avoir la capacité d'aller étudier les données sources qui ont servi à entraîner ce modèle. Et là, quand on commence à mettre le doigt sur le sujet, faites les recherches, vous allez voir que vous ne trouverez pas beaucoup d'entreprises ou d'acteurs dans le domaine de l'IA qui met à disposition, ou en tout cas qui explique d'où viennent les données qui ont servi à entraîner le modèle. Et au-delà de ça, comment ces données aussi ont pu être potentiellement retravaillées pour pouvoir entraîner de façon un peu plus parfaite, justement, les modèles qui nous fournissent comme étant des modèles donc OpenWhite qu'on peut télécharger donc gratuitement. Donc OpenWhite qui sont des poids libres ou des poids open source. Et tout ça, ça va... en fait, on se retrouve avec quelque chose qui fonctionne un peu comme une boîte noire. On récupère ce modèle qui est une sorte de cerveau qui fonctionne en boîte noire dans un moteur d'inférence, mais on ne sait pas du tout comment il a été entraîné. Et on a le sujet pour beaucoup de services aujourd'hui qui existent ou de modèles. Prenez, je citais tout à l'heure Qwen, qui est un excellent modèle d'IA, par exemple Qwen 2.5, que j'utilise de façon très régulière, et notamment Qwen 2.5 Coder, qui est le modèle de Qwen 2.5, mais entraîné spécifiquement sur des données pour répondre à des problématiques de développeurs, typiquement pour faire générer du code, faire de la complétion de code, etc. Et au final, quel est le corpus qui a été utilisé pour entraîner Qwen 2.5 Coder? Aucune idée. Si vous avez la question, si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me le dropper en commentaire ou à m'envoyer les sources, parce que j'ai beau chercher, et il n'y a pas que Qwen, il y a tous les autres, c'est en fait quel est ce corpus de données qui a été utilisé pour entraîner ces modèles. Et je pense qu'on a beau chercher à droite et à gauche, pourquoi on ne va pas trouver ces données? Parce qu'on ne va pas se mentir. Toutes les données qui sont utilisées aujourd'hui par les très grands, que ce soit Qwen, que ce soit Meta, que ce soit OpenAI, Mistral, etc., eh ben, on peut quasiment être sûr que l'immense majorité des données qu'ils utilisent pour entraîner leur modèle ne sont pas libres d'utilisation, donc qu'ils ont contourné la loi, le droit d'auteur, j'en passe et des meilleurs, justement pour entraîner leur modèle. Typiquement, on sait qu'à un moment donné, il y avait côté OpenAI comment ils allaient entraîner leurs différents modèles, notamment sur YouTube, etc. Et ça commençait à créer de la tension entre différents acteurs. Ça, je parle de ça, ça remonte à il y a peut-être un an ou un an et demi, je me souviens plus exactement. Et effectivement, il y a beaucoup d'acteurs dans ce monde-là, et notamment des très très gros acteurs qui se considèrent complètement au-dessus de la loi, au-dessus des règles pour aller entraîner leur modèle, parce qu'ils vont aller capter tout ce qu'ils peuvent trouver sur Internet. Et comme le dit Dominique, d'ailleurs dans le commentaire, c'est exactement ça, c'est un contournement du fair use. Parce que quand vous allez lire un article de blog, par exemple, évidemment, vous n'allez pas signer avec le sang le fait que vous n'allez pas copier telle ou telle ligne pour la partager sur votre blog ou que sais-je encore. Donc effectivement, il y a une notion de fair use, d'utilisation équitable de la connaissance que vous avez captée à un donné pour en faire autre chose. Malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, on est au-delà du fair use. La plupart des gros vont scanner Internet, récupérer toutes ces datas, mettre ça, je vais schématiser, ils vont récupérer le maximum de data qu'ils ont identifié comme étant correct pour pouvoir entraîner leur modèle, ils vont mettre ça dans une sorte de gros data lake, si j'ose dire.
Et encore une fois, hein, ne me jetez pas la pierre, c'est une grosse schématisation exprès pour la compréhension. Donc ils récupèrent la donnée, ils mettent ça dans un gros data lake, et ensuite ils vont utiliser un certain nombre d'outils en interne qui vont publier parfois en open source, parfois pas, pour aller retravailler un peu ces données, pour les formater de la bonne façon, pour pouvoir ensuite entraîner ce modèle et nous donner un modèle qui soit libre d'utilisation, plus ou moins libre d'utilisation, ça va dépendre des modèles, donc un modèle dit open weight. Et en fait, juste pour rebondir un petit peu sur le sujet initial, puisque j'étais parti de ce post que j'avais fait, c'est en fait ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que beaucoup d'acteurs, y compris les plus gros, entretiennent aussi ce côté un peu nébuleux de l'open source. Oui, c'est open source, mais c'est parce qu'en fait, on vous donne le modèle. Le modèle, donc, c'est gratuit. Vous savez, le fameux logiciel libre a ses différentes gratuits. Donc là, c'est un peu la même chose. On a, c'est open source, c'est gratuit, c'est open source, c'est la même chose, mais c'est pas exactement la même chose. Donc il y a quand même une zone de flou qui est quand même un peu savamment entretenue par différents grands acteurs. Un des plus gros, par exemple, prenons OpenAI. OpenAI, ils sont ouverts, mais pas du tout. C'est peut-être sur le marché ceux qui sont le moins ouverts, OpenAI, en termes d'acteurs sur le marché. Mais ils utilisent Open parce que c'est très connecté aujourd'hui, open source, donc quelque chose qui est plutôt bénéfique pour l'entreprise, alors qu'en fait, c'est l'un des plus fermés, quelque part. Mais ça, c'est pas nouveau, hein. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont souvent joué sur ce terme open pour pouvoir essayer de brouiller un peu les cartes et de passer peut-être parfois pour des gens qui sont mieux que ce qu'ils ne sont réellement. Voilà. Donc, alors qu'ils n'ont pas toujours des ambitions qui sont très avouables, si je puis dire. Donc en tout cas, tout ça pour dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui proposent finalement des modèles qui sont totalement open source. Alors il y en a qui sont très jusqu'au boutiste et qui proposent ces modèles. Et je remercie d'ailleurs les gens qui ont commenté donc, mes posts ce week-end sur ce sujet parce qu'ils m'ont apporté quand même beaucoup d'informations assez intéressantes. Alors déjà, je souhaiterais vous citer, pour commencer, hop, je vous partage mon écran, un billet sur Framablog qui a été écrit par Stéphane Bortsmeyer, que vous connaissez très probablement, quelqu'un qui est quand même assez illustre dans le domaine de la French Tech, et notamment un grand spécialiste des DNS, mais pas que. Et donc qui a écrit un billet que je vous repartagerai donc dans le replay qui sera sur YouTube cet après-midi. Un billet justement qui parle de cette notion, est-ce qu'on est réellement à source ouverte, est-ce qu'on est vraiment dans le domaine de l'open source, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler d'open weight, etc. Et aujourd'hui, comme je le disais, il y a peu d'acteurs dans le domaine de l'IA en 2025 qui parlent d'open weight, alors que finalement c'est ce qui se fait majoritairement. Voilà. L'open weight, c'est vraiment tout le monde devrait parler d'open weight. Alors peut-être qu'il y a aussi le fait que open weight ne parle pas aux gens qui sont un peu profanes sur le sujet, et les gens qui sont un peu profanes sur le sujet connaissent éventuellement le terme open source, donc pour eux c'est peut-être plus clair. Mais bon, en tout cas ça joue un peu sur cette dualité de terminologie, je trouve, et pas toujours de façon très avouable. Donc je reviens donc au billet donc, de Stéphane Bortsmeyer que je vous encourage à lire, ça se lit très vite, hein, en 5 minutes, entre 5 et 10 minutes vous aurez lu le billet, qui résume pas mal de choses que je viens d'évoquer ici. Ah ouais, excuse-moi Nicolas, open, je prononce très très mal à l'anglaise, open weight. Alors open weight, W-E-I-G-H-T, comme les poids ouverts. Puisque en fait, ce qu'on nous partage dans les modèles, ce n'est pas le code source, mais ce sont les poids qui sont résultants de la compilation donc, de toute cette masse de données qui finissent par nous donner le modèle. Sur l'autre sujet, il y avait aussi c'est cette page-là. Cette page-là qu'on m'a partagée, qui est extrêmement intéressante, donc Opening Up ChatGPT GitHub.io, qui est une page un petit peu récapitulative, qui a été mise à jour assez récemment de mémoire. Je crois que c'était en mars dernier. Oui, c'est ça, le 11 mars dernier. Donc, qui va essayer de résumer dans l'ensemble, hein, c'est pas exhaustif, mais ça donne quand même une belle cartographie du marché aujourd'hui. Quels sont les modèles qui sont open source et à quel niveau ils sont open source? Je trouve que le travail qui a été fait ici, c'est un travail dantesque parce que ça a été
vraiment séparé sur les différentes catégories. Est-ce que le code est ouvert? Est-ce que les données du LLM sont ouvertes? Est-ce que les poids du modèle sont ouverts? Est-ce que les données pour l'apprentissage par renforcement, est-ce que c'est ouvert? Pareil pour les poids, etc., etc. La licence, le code, l'architecture, est-ce qu'il y a un papier qui est associé, un papier de recherche? Model card, la datasheet, le package et une API. Et ça, c'est intéressant parce que c'est trié en gros du plus ouvert au moins ouvert. Et on regarde que l'un des plus ouverts du marché aujourd'hui, c'est Olmo 7B Instruct, qui semble être le modèle et le projet le plus ouvert aujourd'hui, puisqu'il coche globalement envers toutes les cases. Code ouvert, les données de LLM ouvertes, les poids sont ouverts, etc., etc. Seul truc qui manque, c'est qu'il n'y a pas de papier de recherche. Et à la rigueur, c'est pas grave en soi, parce que probablement que ces gens-là n'ont pas fait spécifiquement de papier de recherche, mais ont appliqué finalement l'état de l'art du marché à un instant T pour produire ce modèle. Et puis là, il n'y a pas d'API disponible, en tout cas directement, puisque eux proposent de fournir ce projet, mais ils n'ont pas une API ouverte disponible directement. Mais rien n'empêche de brancher sur ce type de modèle une API qui aujourd'hui, par exemple, une API compatible OpenAI, puisque c'est globalement le standard du marché, plus ou moins. Ensuite, en dessous, on a BloomZ, ensuite on a AmberChat, OpenAssistant, etc. Et vous voyez que plus on va descendre, plus on va avoir un certain nombre de croix qui vont se cocher sur un certain nombre de choses qui sont plus ou moins importantes en termes d'open sourciation, si je puis dire. Et je vais descendre à peu près tout en bas de la liste. Et qu'est-ce qu'on trouve tout en bas? ChatGPT. Bah voyons, en fait, toute la partie d'OpenAI. Alors, effectivement, OpenAI ont publié un certain nombre de modèles, notamment, je pense au modèle Whisper pour l'analyse de la voix. Si je pourrais dire, hein, j'ai dit ça peut-être Dato Even. Ah oui, si je pourrais dire, ouais, la petite blagounette. Merci. Donc ChatGPT qui est plutôt en bas du marché parce qu'ils ont plus une politique qui est vraiment extrêmement fermée, alors que ce sont des modèles presque les plus utilisés sur le marché. Et quand on remonte un petit peu, vous voyez, on va retrouver Llama 3 Instruct qui coche en rouge un maximum de cases. Et ce qui montre bien qu'effectivement, les modèles que l'on pense ouverts parce qu'on les utilise gratuitement ne sont pas si ouverts que ça et apportent un certain nombre donc, de restrictions au quotidien qu'il faut avoir en tête, je pense, notamment si vous souhaitez en faire des projets, soit des projets commerciaux, parce que pour votre entreprise, vous appuyez sur des choses qui sont disponibles gratuitement ou de façon open source, soit pour vos propres projets, histoire d'être dans les clous de ce que vous avez le droit de faire et de ce que vous n'avez pas le droit de faire. Voilà. Donc, je vous partagerai encore une fois cette ressource qui est une mine d'informations qui est extrêmement intéressante, je trouve. Et donc, ils disent que ça a été remplacé par l'Open Source AI Index, donc, qui permet de pouvoir justement avoir accès à ce type d'informations aussi. Pour savoir, globalement, on peut explorer l'index pour savoir et avoir accès à un filtre pour savoir est-ce que les modèles qu'on utilise sont réellement open source, est-ce qu'on a accès à tous les outils nécessaires, soit pour entraîner les modèles, soit pour pouvoir les exploiter, etc. Donc, encore une fois, je vous repartagerai tout ça. Vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Je trouve que c'est un travail dantesque qui a été fait. Et je trouve que c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, c'est un peu la jungle, même si c'est en train que tout ça est en train de se stabiliser, globalement. Mais ça reste quand même la jungle en termes de licence. Et surtout de la façon dont les entreprises ont tendance à communiquer sur leurs modèles, sur les outils qu'ils mettent ou pas en open source, etc. Voilà un petit peu pour ce sujet. C'était un peu ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui parce que je pense que on n'est pas dans la technique pure de comment on va coder un modèle ou comment on va coder un moteur d'inférence ou ce genre de choses. On est quand même quelque chose qui est au-delà, qui est plus au niveau de la licence, des droits d'usage, des droits d'utilisation et tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important parce que si on construit des solutions, des outils qui soient des outils, vous ou moi, qui sont personnels ou des outils d'entreprise sur des bases et des fondations qui ne sont pas solides, on peut vite se retrouver dans une situation un petit peu délicate parce qu'on ne respecterait pas
des licences, alors qu'on ne va pas se mentir, hein, la plupart des boîtes qui ont entraîné leurs gros modèles, là, que ce soit Qwen, Llama et j'en passe et des meilleurs, n'ont pas du tout respecté les licences du fair use, tout ça, etc. La seule différence, c'est qu'eux sont riches à milliards de dollars et peuvent se permettre de faire un procès aux gens, quitte à ce que ça leur coûte des centaines de millions. Alors que nous, pas du tout. Donc c'est un peu David contre Goliath. Nous, on est un peu forcé de respecter les règles au risque de se prendre un procès, alors qu'eux se disent on est bien trop gros pour respecter les règles, et puis on fait ça pour l'humanité, évidemment, c'est pour faire avancer l'intelligence artificielle. On a vraiment des buts très 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 avouables dans le monde pour rendre le monde bien meilleur. Spoiler alerte, je crois pas. Donc voilà, donc pour ce sujet. Écoutez, j'espère que, en tout cas, ça vous a plu, que le traitement que j'en ai fait n'est quand même pas trop approximatif. J'essaye de donner des billes ou au moins des pistes de réflexion. Je pense que, comme vous le savez, je suis engagé depuis assez longtemps dans le logiciel libre, plus d'une trentaine d'années dans le logiciel libre et l'open source. Et je ne suis pas un ayatollah du sujet, hein, évidemment. Je pense qu'il faut positionner le curseur au bon endroit, toujours dans la partie licence, open source, tout ça, etc. Mais il ne faut pas non plus que le marché soit complètement déséquilibré. Et je pense que c'est important de savoir, quand on utilise quelque chose, de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, comment ça a été construit, etc. C'est-à-dire d'avoir au moins accès à ces 4 libertés fondamentales. Et s'il y en a une de ces 4 libertés fondamentales qui n'est pas cochée, qu'on le sache de façon très claire. Et au moins qu'on puisse prendre une décision avec toutes les informations qu'on a à notre disposition à l'instant T. Voilà. Et je pense que c'est ça qui est très important, c'est ça qui nous permettra de progresser dans ce domaine de l'IA qui est très vaste et qui bouge énormément et sur lequel les aspects juridiques sont quand même difficiles à cerner. Et il y a des avocats, hein, des juristes, hein, qui travaillent sur ces sujets et même eux ont beaucoup de mal finalement à poser un cadre juridique qui est extrêmement clair, hein. On parlait tout à l'heure là dans le chat de l'IA Act qui est positionné au niveau européen. Ce sont des textes qui sont assez lourds, à lire, qui sont assez lourds à produire, parce que en fait le domaine est extrêmement complexe et c'est très difficile de dire c'est soit blanc soit noir. Il y a une zone de gris qui est énorme. Et sur lequel, moi en tout cas à mon petit niveau, je ne sais pas donner la réponse. Par contre, si j'ai des informations qui sont suffisamment éclairantes pour me donner finalement une approche en me disant je peux utiliser ou pas tel ou tel modèle ou tel projet comme étant la fondation d'un de mes projets sans me scier la branche sur laquelle je suis assis, au moins c'est plutôt ce que j'attends. Voilà. Donc JIG qui dit on pourrait aussi parler de la production qui est fait avec l'IA, quelle licence? Oui, bah alors là, pour le coup, ça va encore plus loin. C'est une fois qu'on a l'IA et qu'on sait à quoi on a le droit, quelque part, c'est ce qui est produit avec, sous quelle licence c'est. Et pareil, il y a des batailles un peu juridiques selon les pays, selon ce qui a été fait. Par exemple, est-ce qu'on considère que, par exemple, une image qui a été produite par une IA est soumise au droit d'auteur? Les juristes ont l'air de dire non aujourd'hui, mais par contre, le prompt qui a amené à générer cette image, lui, est sous droit d'auteur. Donc vous voyez, il y a une nuance, une distinction qui fait que c'est pas si évident. Voilà, c'est pas parce que j'ai produit une image avec Dali par exemple ou un autre modèle que cette image, ça y est, je peux dire c'est la mienne, c'est moi qui l'ai produite. Non, c'est l'outil qui l'a produit pour moi. Par contre, le prompt que j'ai écrit, ce qui, lui, par contre, peut être soumis au droit d'auteur. Mais tout n'est pas si simple, et je ne vais pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui, parce que déjà, on n'en a pas le temps, et je ne suis pas assez affûté d'un point de vue juridique pour éviter de dire trop de bêtises là-dessus. C'est loin d'être simple. Voilà. Bah écoutez, on est arrivé au bout de ce live. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, on va aller voir l'ami Titi Moby qui se prépare à streamer. J'espère qu'il est prêt. Et donc, on va faire le petit raid des familles sur sa chaîne, comme d'habitude. Je ne sais pas du tout de quoi il va nous parler, mais comme d'habitude, j'imagine qu'il y a plein de choses dans sa musette. Allez, je prépare le raid. Titi Moby, hop. Voyons voir. Le raid a été créé. Donc, on va pouvoir partir chez notre Thierry national et découvrir ce qu'il a à nous raconter aujourd'hui. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Si vous avez des idées de sujets à me soumettre, n'hésitez pas, envoyez-moi des DM, mettez-moi ça en commentaire, etc. Et puis ça permettra de pouvoir aller traiter ces sujets si bien sûr je suis en capacité de le faire.
Je vous fais à toutes et à tous plein de gros bisous. On part chez Thierry. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.